Elle rêvait de devenir pianiste, mais les bonnes fées du 7e art sont passées par là et les films à succès se sont enchaînés. Les Sorcières de Salem, Bonjour Tristesse, Les Trois Mousquetaires, puis la trilogie des Fantomas, suivie par Le Sang des Autres, signé Furax. J'en citerai quelques-uns, parce que si je devais dérouler tout le CV de notre invité du jour, il nous faudrait bien plus qu'une émission. C'est Mylène de Mongeau, que j'ai un vrai plaisir de recevoir aujourd'hui. Bonjour Mylène et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est très normal, je suis ravie. Eh ben, nous, on est effectivement ravis également. Alors, plus de 70 films à votre actif, auxquels il faut ajouter les téléfilms, les pièces de théâtre, et puis aussi quelques livres publiés. On en parlait juste avant de démarrer l'émission. Alors, parlons un peu de cet amour fou, justement, c'est le titre de votre livre. Donc, à la moitié des années 60, vous êtes déjà extrêmement populaire. Vous venez de tourner La Case de l'Oncle Tom et vous êtes marié avec le photographe Henri Coste. Et vous travaillez sur Tendre Voyou, donc un film de Jean Becker, avec des dialogues d'Audiard, encore un grand nom à créditer à votre palmarès professionnel. Et dans un dîner en ville, vous rencontrez Marc Simon, le fils du célèbre écrivain Georges Simenon. Alors parlez-nous de cette rencontre. C'est une rencontre qui a traîné pendant plusieurs années. C'est-à-dire que, je l'ai rencontré pour la première fois chez Georges Simenon, sur les hauteurs de Cannes. Il était président du jury du Festival de Cannes à l'époque, donc je pense que c'est en 1958. Ah oui, donc c'est bien avant, oui. Oui, où moi j'étais venue en tant que jeune star qui a craqué la bretelle de sa robe, donc j'ai été invitée par Georges Simenon à aller dans là où était la femme de chambre, qui m'a recousu la bretelle de ma robe et qui m'a dit, et Simenon m'a dit, vous savez mademoiselle, quand une jeune fille casse sa bretelle dans une maison, elle y reviendra comme femme mariée. Alors là... bon, mais j'étais pas une jeune fille, ça je lui ai pas dit. Cette dame avait des dons de voyance peut-être. Hein. Après ça, j'avais un ami, Serge Beauvarlet, qui m'a dit, il faudrait que tu rencontres Marc Simenon parce que tu l'aimeras beaucoup, il est très sympa. Et j'ai dit, non, j'ai pas du tout envie de rencontrer ce mec-là. C'est le fils d'un homme célèbre, je déteste les fils des gens célèbres, c'est forcément des cons. Enfin, j'avais un a priori complètement délirant, donc j'ai refusé de le rencontrer. Marc, à l'époque, tournait un film sur Tabarly, et je n'y suis pas allée. La deuxième fois, nous nous sommes croisés sur un plateau. Je voudrais juste relever un passage de votre livre, puisque justement cette rencontre, effectivement, dans ce dîner en ville, est d'autant plus inattendue qu'il y avait aussi des amis qui avaient déjà proposé de vous présenter, Marc Simenon, mais vous aviez refusé, car vous aviez de lui une image, je vous cite, de fils à papa friqué. Je voulais pas le rencontrer. Alors qu'est-ce qui vous fait changer d'avis, justement? Alors laissez-moi finir, comme ça vous allez le savoir. Là, je le rencontre sur le plateau d'un film de yéyé que j'ai fait, je sais même plus comment il s'appelle, où il y a tous les yéyés à l'époque, et c'est l'histoire d'un diamant qu'on m'a volé, et là il était premier assistant du film, et moi j'ai pas fait attention à lui, il m'a vu, et moi je l'ai pas vu. Chercher l'idole peut-être. Voilà, chercher l'idole, c'est exactement ça, bravo. Et la troisième fois, donc je vais finir par le rencontrer, ce homme-là, j'accepte un dîner chez Philippe Rouleau, qui était le fils de Raymond Rouleau, avec qui j'avais gardé de très bonnes relations. Et je tournais justement Tendre Voyou. Et il me dit, viens dîner. Je dis, ok, je viens dîner avec toi. Et quand j'arrive chez lui, il me dit, j'ai invité aussi Marc Simenon. Je dis, oh non, c'est pas vrai. Je vais finir par le rencontrer, celui-là. Donc Marc arrive. Et je le trouve extrêmement sympathique. Donc je me suis dit que j'avais des a priori idiots. Il a l'air de vous trouver sympathique aussi, mais sa femme un peu moins. Très sympathique. J'ai même pas vu qu'il avait une femme. Oui. On a bavardé toute la soirée, joyeusement, tous les deux, en rigolant beaucoup. Et quand je suis rentrée chez moi avec mon mari qui était là, il m'a fait une scène de jalousie. Je dis, mais pourquoi tu fais une scène de jalousie? Ce type, il est charmant, il est très gentil, j'ai passé du bon temps avec lui, il est très agréable, pas la peine de me faire une scène de jalousie. Et le lendemain matin, je partais tourner les extérieurs de Tendre Voyou. Et quand je suis rentrée une semaine après, ma soubrette, ma petite bonne, m'a dit, il y a un monsieur Simenon qui a appelé beaucoup pendant que vous n'étiez pas là. J'ai dit, ah bon. Et au moment où elle me disait ça, le téléphone sonne, et c'était lui. Et
il me dit… À ce moment, votre mari n'est pas à Paris, il est à Cannes, hein, c'est ça? Il n'était pas encore parti pour Cannes. Pas encore. Il partait le lendemain soir. D'accord. Mais bon, donc je tombe sur Marc qui me dit, est-ce que vous viendriez déjeuner à la campagne dimanche? Et c'est là où ça a commencé, où je me suis dit, c'est très bizarre. J'ai dit oui. Pourquoi j'ai dit oui? Et vous savez pas pourquoi, vous vous demandez d'ailleurs. Ben oui, parce que je déteste sortir de chez moi le dimanche. Je déteste aller à la campagne le dimanche. Parce que je déteste rentrer dans les bouchons le dimanche soir. Et je m'entends dire oui. Bon. Je me dis, c'est bizarre. Donc j'y vais. J'ai pas vu qu'il y avait des jouets d'enfants qui traînaient. J'ai vu une dame brune qui faisait la gueule. J'ai pas tellement fait attention si c'était ça légitime ou pas. Je l'ai revu le lendemain. On a été tous les deux voir une répétition de Philippe Rouleau. Et le lendemain soir, pour la première fois, on s'est embrassés. Et il partait pour Cannes. Et je partais pour Cannes. Et je devais rejoindre mon mari qui était parti 2 jours avant. Et Marc me dit, mais là, pourquoi… vous faites une petite entourloupe, hein, c'est ça? Non, on n'avait rien fait encore. Mais la petite entourloupe, elle est que je devais aller en train parce que j'ai horreur de prendre l'avion. Je déteste prendre l'avion, je prends l'avion le moins possible. Mais pour Marc Simon, vous l'avez fait. Et là, il me dit, écoute, prends l'avion le matin, comme ça on aura au moins une journée à passer ensemble. Puisque mon train était censé arriver à 11h du soir. Donc si je pars le matin, on aura une journée entière. Donc j'ai pris l'avion. Il est venu me chercher à l'aéroport de Nice. On est partis la main dans la main, comme 2 crétins. Vraiment comme 2 crétins. Et on a passé une journée fabuleuse. Je suis rentrée à la maison, le dîner était froid, le mari faisait la gueule, les gens étaient partis se coucher, et je lui ai dit, je te quitte. C'est ça. Alors, oui, en plus, bon, à l'époque, votre mariage avec Henri Coste, vous dites dans le livre qu'il bat un peu de l'aile. Vous le décrivez comme étant devenu insupportable, toujours sur votre dos. Ouais. Alors, lui que vous trouviez si cultivé, qui vous avait initié aux arts, à la littérature, j'avais tout pris chez lui, à la musique, plus rien à apprendre. Alors, est-ce que celui que vous pensiez initialement être l'amour de votre vie n'était pas finalement plutôt un mentor ou un Pygmalion, parce que vous l'avez connu très jeune finalement, Henri Coste? Je l'ai connu, j'avais 15 ans. Oui, c'est ça. Donc c'est mon premier homme et c'est mon premier professeur. Hein. Niveau physiquement, ça allait pas bien du tout entre nous. Ça, je parle physiquement, sexuellement, ça allait pas bien du tout. C'était une catastrophe. Mais il était très, très, très cultivé. Donc, il m'a vraiment appris beaucoup de choses. Malgré les disputes, on sent aujourd'hui encore un peu pas d'admiration, mais jazz, la littérature. Vous qui étiez plutôt classique. Oui, il m'a appris le jazz. Oui. Alors, justement, donc, vous dites à votre mari, bah écoute, je t'avais toujours dit qu'un jour j'allais rencontrer un homme et que j'allais te quitter, eh ben ça y est, je te quitte. Vous partez avec votre valise, donc, puisqu'il vous avait donné rendez-vous le lendemain, Marc Simon, à 10h, au même endroit, hein, même endroit, même heure, et vous débarquez avec votre valise, et là vous êtes terrorisé. Et parce que vous dites, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et vous vous apercevez dans sa 4L bleue pourrie, comme vous le dites à plusieurs reprises dans le livre, vous vous apercevez que lui aussi, il a sa valise sur la banquette. Vous vous dites, ah bah lui aussi, il a quitté sa femme. Donc du coup, moi la question que je me pose, c'est est-ce que du coup vous paniquez encore plus, ou est-ce qu'au contraire ça vous rassure? Ah non, c'était extraordinaire. Quand j'ai vu sa valise et quand il a jeté ma valise à côté de la sienne. C'est un soulagement. Il dit, bah c'est parti. Effectivement, c'était parti pour 35 ans. Oui, mais 35 ans et après, plus. j'ai quand même appris plus tard que ce monsieur qui était très beau avait l'habitude de faire quelques fugues comme ça avec des petites demoiselles. Et que généralement, les fugues avec les demoiselles duraient 8 jours. Et c'est pour ça que sa femme n'a jamais téléphoné les premiers 8 jours. La femme a commencé à téléphoner au bout de 10 jours, en disant, bon, ben maintenant ça va, tu rentres. Oui, ta fugue a assez duré, oui, c'est ça. Et là, il a dit, non, je rentrerai jamais. Oui. Et là, il a commencé à me prendre mal. Il y a Simon qui m'a téléphoné aussi en me disant, mais madame, je crois que vous êtes mariée. Votre mari, je pense, vous attend. Non, bon, je fais ce que je veux, hein, on fait ce qu'on veut. Oui. Je l'ai envoyé balader. Non, tout le monde s'y est mis. Oui, alors, justement, au début de votre relation avec Marc Simon, on a l'impression que
plus rien ne compte pour vous, la carrière, la famille, les amis, tout est balayé. Vous refusez même 2 films, dont une super production américaine avec Robert Stack, qui est le fameux Elliot Ness de la série Les Inrecuptibles. Je suis sûr qu'il y a des téléspectateurs qui doivent se dire comment elle a osé faire ça. Et oui, c'est l'amour. Alors, est-ce que vous pensez que votre carrière, elle aurait été très différente si vous n'aviez pas vécu cette rencontre? Évidemment. Ça, alors là, complètement. Mais j'avais fait le tour si vous voulez, je suis partie dans le métier avec les Sorcières de Salem pour faire une carrière de comédienne. Une vraie carrière de comédienne. Et le succès populaire de Bonjour Tristesse, de Sois belle et tais-toi, de ces films-là, ont fait de moi une actrice populaire. Très populaire, une bien vedette, sûr. Une vedette de cinéma. Les plus jeunes de nos téléspectateurs ne le savent peut-être pas, mais vous êtes vraiment devenue une actrice hyper connue, hyper populaire, et pas qu'en France d'ailleurs. Et très connue à l'étranger, parce que c'est vrai que Preminger, c'est mondialement connu, et quand on a fait Bonjour Tristesse, ça a touché le monde entier. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'on m'a donné la Légion d'honneur. J'ai demandé pourquoi on m'a demandé la Légion d'honneur. J'ai pas fait de guerre exceptionnelle. Oui, comme on dit pour l'ensemble de votre carrière. Voilà, pour le rayonnement du cinéma français à l'étranger. Voilà pourquoi on me l'a donné. Encore un bel hommage à votre actif. Cela dit, on en était où de ça? Alors, on en était effectivement au fait que plus rien ne compte pour vous, et là, votre carrière, vous la mettez de côté. Ce que je voulais vous dire, c'est que j'avais fait le tour des honneurs, des grands hôtels, des paillettes, des roses qui viennent nous chercher, des gens qui vous admirent, des hôtels de luxe où vous êtes divinement bien, mais tout seul. Oui. J'avais connu tout ça. Alors, vous êtes encore très jeune. J'ai 27 ans. Oui. Donc, à 27 ans, j'avais fait le tour de ce qu'on appelle la notoriété, ce qui fait rêver les gens, d'être dans des hôtels de luxe avec des gens qui vous font des courbettes jusque par terre. Ça va, ça y est, c'était fini. J'en avais ras-le-bol. Tandis que là, lui, il arrivait avec la chose qui comptait le plus pour moi dans la vie, c'est l'amour, parce que j'ai beaucoup manqué d'affection quand j'étais enfant. Et là, non seulement j'avais de l'affection, vous avez mais perdu j'avais votre de l'amour. papa assez jeune déjà. Oui. Et cette fugue, qui finalement n'en était pas une, puisqu'elle a duré plus de 30 ans, on l'a dit, comment réagit votre entourage et celui de Marc aussi, parce que son papa est assez dur quand même. Tout le monde est affolé. Et en plus, Marc, l'émotion de la rencontre a fait qu'il a contracté une jaunisse. Ah oui. Donc on est parti soigner sa jaunisse dans un hôpital. Et vous le suivez à l'hôpital malgré la jaunisse? Oui. On dormait tous les deux dans un petit lit de camp de Cavsey, les lits d'hôpitaux qui ont 80 cm. Et l'infirmière qui était très sympa, elle venait me chercher le matin avant que le médecin de garde, qui faisait sa garde à 7h du matin avant qu'il passe, elle venait vite, elle disait vite. Alors on me sortait, on me mettait dans une pièce vide à côté, le médecin faisait son truc. Et après, je revenais. Et puis un jour, c'était rigolo parce que elle a oublié de me réveiller, donc le médecin de garde, il est venu. Alors j'ai mis mon drap sur la tête comme ça, puis je me suis collée. Je pense qu'il n'était pas dupe. Oui, quand même. Surtout dans un petit lit, c'était un peu... Dans des endroits, en plus avec une jaunisse, le médecin a dit que... Oui, parce que c'est contagieux ça en plus. C'est contagieux, et il n'est pas question d'avoir des rapports physiques pendant une jaunisse. Que nenni. Que nenni, vous le dites dans le livre. Vous le dites dans le livre. Alors, donc, la bonne femme a appelé pour dire quand est-ce que tu rentres. Mon mari a appelé en me disant c'est pas fini ton espèce de folie, ça. Le père Simenon m'a téléphoné pour me dire mais madame, vous êtes mariée, vous devrez quand même retourner chez votre mari. Tout le monde s'y est mis. Mon agent était inquiet. Et moi, j'ai dit mais foutez-nous la paix. Voilà. Quand ça se passe, quand ça arrive comme ça n'arrive qu'une fois dans une vie, laissez-nous vivre. Oui, vous vivez ça comme une chance, comme un bonheur. Oui, comme un... Et alors, vous finissez par prouver quand même à tout le monde que non, c'est pas une fugue, puisque vous terminez par emménager ensemble à Neuilly. Mais en revanche, Marc Simenon, il fait emménager son ex-femme et ses enfants à un pâté de maison. Alors c'est peu commun. Est-ce que vous lui en avez voulu de ça? Je lui en ai pas voulu parce qu'il me disait qu'il était très important que ses enfants ne souffrent pas de l'éloignement du père, parce que lui, elle avait souffert de l'éloignement quand son père était parti avec sa dame canadienne et il s'est retrouvé avec sa mère à des kilomètres. Mais Simenon avait fait un contrat avec son ex-femme en disant qu'elle n'avait pas le droit
d'avoir une maison à plus de 5 kilomètres de chez lui. Il voulait que son fils soit toujours... Donc il m'a dit, je t'impose pas, mais je te supplie d'accepter ce principe-là. Je veux que mes enfants puissent facilement aller d'un endroit à un autre. Et par amour, j'ai accepté, mais c'était très très pénible, parce que la bonne femme, évidemment, elle me haïssait, ce qui est bien normal quand même. Oui. Et je l'avais sur le dos les mercredis, les dimanches, et les vacances. Enfin, en revanche, avec les enfants de Marc, ça se passe plutôt bien. Au départ, oui, ça s'est bien passé. Au départ, quand ils étaient petits, ça s'est très mal passé au moment de l'héritage, mais jusqu'à l'héritage, ça allait très bien. Oui, ça, les affaires d'argent, c'est toujours la même chose. Hein. C'est toujours la même chose et effectivement, on parlera un peu d'argent après, parce que comme vous avez mis votre carrière entre parenthèses, les réserves ont fini par s'épuiser. Alors, en septembre 68, après avoir tous les deux divorcés, donc là je crois que plus personne ne croit à la fugue, hein. Vous mariez donc à la mairie de Saint-Cloud. Est-ce que là pour vous c'est une nouvelle vie qui démarre? Est-ce que le mariage non, moi la nouvelle vie elle a démarré le jour où je l'ai connue. C'est ça. Là, le mariage c'était pour faire plaisir à maman. Elle voulait pas que elle voulait pas entendre parler que je sois pas mariée. Il fallait que je me marie comme Simon. Déjà divorcée à l'époque, c'était pas terrible. Non, c'était pas terrible. Puis, mais en plus, divorcée, pas mariée. Non, c'est flatteur, donc elle était contente. Oui, quand même. Donc elle était fan enfin bon, fan. Je sais pas si on pouvait utiliser ce terme à l'époque. Fan de la notoriété de Simenon. De Simenon, oui. Qui de toute façon était quand même un très grand écrivain. Il l'est toujours. Il l'est toujours, oui. Alors, les temps qui suivent, vous continuez à laisser votre carrière entre parenthèses. Et d'ailleurs, vous commencez même à aider Marc Simenon, devenu votre mari. Alors, d'abord sur son projet de série télé, qui était adapté des romans de son père. Oui, mais c'est là où on a commencé à s'engueuler pour la première fois, parce que moi, je voulais, j'étais assez exigeante, parce que je lui disais, attention, Marc, les journalistes ne sont pas des gens gentils. La presse n'est pas des bisounours. Et donc, ils t'attendent au tournant parce que tu es le fils Simenon. Donc, il faut que tu fasses très, très attention à ce que tu fais. Il faut faire du haut de gamme. Donc, il était content de faire les dossiers de la Janso, qui était une série de nouvelles assez légères que lui avait offert son père. Donc, c'était un cadeau. Oui, il lui avait fait cadeau des droits. Oui, il lui a fait cadeau des droits. Et je le voyais écrire lui-même ses scénarios. Et je trouvais que c'était pas parfait. Je trouvais qu'il y avait mieux. Donc, quand il me disait, lis ça, je lui disais, oui, bon, mais écoute, tu devrais quand même peut-être, etc. Donc, il n'était pas content que je lui fasse des remarques. Mais vous écoute quand même, parce qu'il finit par confier l'écriture à Alphonse Boudard. Pas les dossiers de l'agence. Pas les dossiers, ça c'est après, d'accord. C'est après. Après, c'était. Donc il est allé jusqu'au bout sur l'écriture des scénarios. Oui, avec un copain qui s'appelait Jean Salvi. Et quand c'est sorti, comme c'était des petites comédies gentillettes, sympathiques, la presse l'a éreinté complètement. Ouais. Donc ça déjà, il l'encaisse un peu mal quand même. Il a mal encaissé parce qu'il s'imaginait un peu en tant qu'enfant. En fait, il faut quand même dire que c'était un enfant gâté. Hein. Oui. Il a eu tout ce qu'il voulait tout le temps, toute sa vie. Oui, d'ailleurs, Georges Simenon, oui. Georges Simenon, son père était quelqu'un d'assez strict, assez dur, mais on a l'impression quand même que il finissait toujours par céder à son fils. Est-ce qu'il n'y avait pas un rapport particulier avec son père? Je pense que Marc a été probablement, c'est peut-être pas sympa de dire ça, mais je pense que c'était son fils préféré parce que c'était celui qu'il appelait le doux poète, le rêveur, donc celui pour lequel il se faisait beaucoup de soucis, avec raison d'ailleurs, il avait raison de se faire des soucis, parce que c'était un homme extraordinaire, Marc, puisque c'était quelqu'un de complètement en dehors de la vie. Moi, je l'ai baptisé après le feu follet. C'est un feu follet. Si je n'avais pas rencontré cet homme-là, jamais je n'aurais pu écrire ce que j'ai écrit dans ce livre, parce que jamais je n'aurais connu cette vie-là. C'est quelqu'un qui m'a amené une fantaisie débridée, une inconscience assez remarquable. Il n'avait pas les pieds sur terre. Ouais. Donc, vous savez, Jacques Brel dit toujours, comme c'est difficile de ne pas devenir adulte. Bon, lui, il n'a jamais été adulte. Mais oui, parce qu'avec votre carrière très précoce, on a l'impression que vous êtes devenue femme très tôt et qu'en fait, du coup, avec Marc Simenon, vous retrouvez votre adolescence dont vous avez été. Mais j'ai jamais eu d'adolescence, moi. C'est ça. Donc vous vivez votre adolescence avec Marc Simenon quelque part. Tout à fait. Et c'est pour ça que vous faites un peu des folies et que vous vous permettez un peu tout. Oui, complet. Alors,
Donc là, donc vous travaillez sur cette série ensemble, du coup, adaptée des romans de son père. Et alors là, c'est en faisant des repérages pour la série dans la région de Bandol que vous adoptez une mangouste. Mais alors, qu'est-ce qui vous prend d'adopter une mangouste? Alors, j'avais lu un bouquin passionnant qui s'appelle Les secrets de la mer Rouge d'Henri de Montfred. Donc déjà, tous les deux, Marc et moi, on est fous des animaux. Donc ça, c'était une des choses sur lesquelles on s'était bien trouvés. Et en lisant justement Les secrets de la mer Rouge, de Montfred parle d'une petite bête extraordinaire qu'il mettait dans les chausses de ses bottes, comme ça, avec une intelligence incroyable. Et il raconte à quel point cette petite bête lui a sauvé la vie un jour où il avait des problèmes avec l'empereur de je sais plus quoi. Et la petite bête, il est arrivé à Addis Abeba et la petite bête, allez, venez monter comme ça, il est très énervé. Il s'est dit, oh là là, il se passe quelque chose. Il a pris ses clics et ses claques, il a pris son hamac, il est parti dans la montagne et les soldats de l'empereur sont arrivés chez lui pour l'assassiner. Donc il disait, cette mangouste m'a sauvé la vie. Et ça m'a interpellé, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Alors j'ai pris le dictionnaire, j'ai regardé, j'ai vu que c'était une bizarre bestiole qui ressemblait un petit peu à un gros rat, qui n'était pas très très jolie, mais qui était effectivement considérée comme d'une intelligence. Quand ça bouge, quand ça se déplace, ça peut être assez élégant quand même, hein. Ça se met debout, ça fait un peu le beau comme les chiens, c'est mignon. Oui, c'est mignon. Enfin, c'est mignon, ça peut être très ça mord bien. C'est quand même un prédateur, ça mord très bien. Par rapport à d'autres animaux. Oui. Alors, on va voir que d'ailleurs, les mangoustes et même les animaux en général, c'est un peu un fil rouge aussi pas dans votre carrière, mais là dans votre vie de tous les jours, ça on va le voir petit à petit. Alors revenons sur l'année 69 si vous voulez bien. Les projets de films de Marc tardent un peu à se concrétiser. Bon, quant à vous, vous avez mis, on l'a dit, un peu votre carrière entre parenthèses. Là, on essaye de monter Le Champignon, qui est devenu après L'assassin frappe à l'aube, donc qui est un sujet qu'on avait trouvé dans un fait divers de François et qui nous avait interpellés. Je trouvais ça très intéressant de ce type qui se faisait lever par une bonne femme et puis il prend de la drogue avec elle, il s'endort et quand il se réveille le matin, elle est à côté de lui dans son sang et lui il se souvient de rien de ce qui s'est passé. Donc on avait trouvé ce fait divers vraiment c'est vrai, un vrai fait divers très intéressant. On s'est dit on peut écrire une histoire là-dessus. Donc on a commencé à écrire une histoire là-dessus et là Marc a pris Alphonse Boudard. Mais voilà, donc c'est là, j'avais un peu d'avance tout à l'heure. Oui, Alphonse Boudard était à l'époque, il avait écrit La Cerisée, donc il était bien en cours. Aujourd'hui déjà, on a un peu oublié qui était Alphonse Boudard, mais à l'époque il était très star. Et malheureusement, Alphonse Boudard avait un petit peu le caractère un peu autoritaire et un peu brusque, un peu comme Simenon. Un peu ronchon aussi, oui. Un peu comme Simenon, et Marc n'a pas osé se coltiner avec lui. Quand je lui disais le scénario va pas, il est pas bon, il n'est pas assez bon, c'est pas assez bon, Marc. C'est pas assez bon, il me disait, oh, je lui disais, mais va voir Boudard, va travailler avec lui. Oui, d'ailleurs, il vous demandait d'aller le voir, vous, hein. Boudard parce qu'il n'osait pas l'affronter, oui. S'il a quelque chose à me dire, il va me le dire tout seul. Bon, ça s'est pas bien passé. Donc, on a fait un film qui est gentil, on peut pas dire que ça soit mauvais, mais enfin, c'est pas ça. Mais pas à la hauteur du talent de Marc Simenon et de ce que ça aurait pu être. C'était pas non plus une rentrée glorieuse. Hein. J'aurais pu. Alors ça tombe pas forcément très bien parce qu'à l'époque vous êtes un peu en mode bohème, hein, vous n'avez plus beaucoup d'argent, mais vous semblez pas du tout inquiète de cette vie bohème et de ce manque d'argent. Est-ce qu'à ce moment de votre vie, l'argent, votre carrière personnelle à vous, est-ce que c'est devenu un moment un petit peu secondaire? Écoutez, pour moi, l'argent, je sais que c'est très très bizarre quand on parle de ça parce que j'ai une copine chinoise et des petits-enfants chinois qui adorent l'argent. Et elle les a fait travailler très très bien à l'école. La carotte, c'était l'argent à la fin de la semaine si les notes étaient bonnes. Et les deux, ils sont devenus banquiers à Genève. Donc pour eux, l'argent, c'est très important. Bon. Pour moi, l'argent, c'est un outil. Voilà, quand on en a, c'est bien. Quand on n'en a pas, c'est moins bien. Parce qu'il faut se serrer la ceinture. Et je n'aime pas en lui-même l'argent. J'aime ce qu'on peut faire avec de l'argent, c'est tout. Oui. J'ai une autre conception, et c'est une conception qui vient certainement de mon père et des gens d'une ancienne génération pour qui c'est pas l'argent le moteur. L'argent n'est pas le moteur de ma vie. Voilà.
moteur de ma vie, c'est l'amour. Oui, et puis vous en avez beaucoup gagné, mais on vous en a beaucoup pris aussi. J'en ai beaucoup gagné, mais j'en ai beaucoup distribué aussi. Et oui, distribué, dépensé, mais on vous en a pris aussi sans vous demander votre avis un peu. C'est pour les autres. Moi, j'aime bien, quand j'ai de l'argent, tout le monde en profite, pas que moi. Oui. Ouais. Alors, vous écrivez que, alors dans cette vie bohème, hein, il y a plus de joie que de tristesse, mais vous écrivez quand même que vous vous querellez souvent avec Marc, parfois vivement, mais aucun de vous deux n'est rancunier pour un sou, donc tant mieux, hein. Vous étiez tout le temps réconciliés dès le lendemain. Est-ce que vous lui pardonniez absolument tout? Oui, parce qu'il arrivait toujours à m'avoir, même quand j'étais absolument contre et que je disais non, là, il n'en est pas question, là, je ne céderai jamais, comme par exemple dans le livre, l'histoire du lion. L'histoire du lion, elle a quand même duré. Quand j'ai dit non, je ne veux pas de lion, il m'a dit oui, on aura un lion, ça a duré la journée entière, oui, jusqu'à 11h du soir. Ça, on va y venir justement. À ce fameux il m'a eu, hein. À ce fameux lion, on va y venir. Il était très très fort pour ça. Il était, j'ai l'impression qu'il était surtout très charmeur, parce que ça marchait avec son père qui était assez dur. Ça marchait avec vous qui étiez tout le contraire d'une idiote. Donc, je parlerai pas de manipulateur, hein, parce que c'est un terme un peu négatif, mais quand même un vrai grand charmeur. Hein, il arrivait toujours à ses fins. Oui. Est-ce qu'il était comme ça avec tout le monde, ou c'était vraiment avec ses proches? Oui, sa mère me disait très souvent, par exemple, il avait une petite bande à Cannes de copains. Alors il arrivait voir sa mère en disant « Maman, on a trouvé un pointu, c'est une affaire en or extraordinaire, il coûte 3 fois rien, oui, c'est des petits bateaux, les pointus. Tu nous avances de l'argent et puis les autres, ils me rembourseront, on achète ça à 3, mais t'inquiète pas, tu payes, mais les autres, ils vont rembourser, les autres remboursaient jamais. » Évidemment, oui. Il a acheté un pointu pourri, la première sortie en mer, le pointu qui coulait au bout de 2 jours, c'est ça, oui. Il a fait ça aussi un jour, il m'a raconté, avec ses premiers cachets de premier assistant de cinéma, il s'est acheté une MG d'occasion, qui lui plaisait beaucoup, mais il était bien d'occasion quand même. Et quand il est arrivé place de l'Étoile avec sa MG, fière comme Artaban, elle s'est cassée en deux, en pleine étoile, comme ça. Ah non, il était très, très farfelu. Et c'est pour ça qu'il était tellement ami, on est tellement amis avec Pierre Richard, parce que quand ils se rencontrent, enfin ils se rencontraient tous les deux, c'est deux distraits totaux. Ah oui. Parce que Pierre Richard était dans le film, notamment le distrait, mais il était vraiment dans la vie aussi. Il est dans ça, la vie, effectivement, comme Marc. Les deux, ils s'appelaient mon frère. D'accord, ah oui. Ah oui, non, mais par exemple, ils m'ont fait un coup pas possible. Pierre, à un moment donné, était chez moi en train d'écrire sur un spectacle. Donc il avait des feuilles, il était à la piscine, il écrivait avec ses feuilles et tout ça. Marc arrive et lui dit, écoute, laisse tomber, viens au village, on a une partie de pétanque, il y a une pétanque, Sébastien nous attend. Ok, Mylène, tu te lèves, tu t'occupes, tu ranges tout ça. Je dis, ouais, bon d'accord, je range tout ça. Et ils s'en vont. Et le vent se lève et ouf, toutes les feuilles de pierre sur la piscine, dans l'eau, partout. Donc que fait Bibi? Bibi ramasse les feuilles. Bibi met les feuilles à sécher sur un fil à linge, comme ça, etc. Comme du linge. Folle de rage, quand il rentre, je dis quand même, vous foutez du monde, les mecs. Oh, mais quoi, qu'est-ce que t'as râlé? C'était sympa et tout. Bah, t'as ramassé des feuilles. Ouais, en tout cas, bon, c'était deux farfelus, et c'était deux, mais c'est très drôle, c'est rigolo de vivre avec des farfelus, c'est épuisant. C'est très, très fatigant, mais c'est quand même très amusant. Oui, c'est fatigant pour les autres, surtout. Je me suis jamais ennuyé avec lui. Ah, ça, j'imagine. Je veux bien vous croire. Alors, en 1970, donc Marc, il réalise enfin son premier long métrage, L'assassin frappe à l'aube, dans lequel vous jouez le premier rôle. Alors, vous êtes partenaire dans la vie, mais là, vous travaillez ensemble, vous, l'actrice, lui, le metteur en scène. Comment se passe la collaboration sur le plan professionnel? Très bien, aucun problème. Ouais. C'était un délice. De toute façon, tout était prêt. On en avait discuté avant. Je savais exactement ce que j'avais à faire. Oui, vous avez tellement participé. Et comment je voulais le faire. Et lui, c'était bien. On avait un bon chef opérateur que j'aimais beaucoup, qui était Marcel Combe. On n'avait aucun problème. Non, la seule collaboration. On peut dire que vous étiez sa productrice, Marc Simenon. Plus ou moins. Pas sur ce film-là, mais disons, j'étais partie présente tout le temps. Sauf qu'à l'époque du champignon, je travaillais, mais en plus, il fallait que je m'occupe du lion le matin et le soir aussi, en rentrant. Il donnait à manger, nettoyer la cage et enlever la merde et tout ça. Hein. Oui. Parce que c'était moi, c'était pas lui. Hein.
Alors, vous nous le décrivez beaucoup dans la vie de tous les jours comme étant Oui. très fantaisiste, hein, très youplaboum, hein, pour faire un gros raccourci, un peu comme Pierre Richard d'ailleurs, Oui. son frère entre guillemets. Oui. Et dans le travail, comment était-il? Est-ce qu'il était plus Ah, sérieux? alors merveilleux. Marc sur un plateau, j'ai regretté toute ma vie Très qu'il pro. ne tourne pas sans arrêt. Ouais. Parce que quand il tournait, il était un autre homme. Il était un directeur d'équipe extraordinaire. L'équipe l'adorait. Il dirigeait très très bien les gens. Il était parfait. Il était parfait. Et j'aurais aimé qu'il fasse 4 films par an, parce qu'il était sur un plateau le rêve et pour les comédiens. L'homme encore plus parfait Ah oui, dont vous il rêviez. était Ouais. divin. Oui. D'accord. Alors, et pourtant, il travaillait beaucoup avec les copains. Il aimait bien Oui. garder la même équipe. Vous savez, Et il savait pas dire non aux copains. Lautner était pareil, hein. Oui. Lautner Alors, aimait sa bande. Ouais. Ils aiment tous leur bande. mais sur le plateau, il y avait plus de copains. Là, tout le monde bossait quand même. Sur le plateau, tout le monde l'écoutait religieusement parce c'était un meneur d'hommes. Il savait bien mener les gens, c'est vrai. Il savait bien. Avec toujours son fameux charme. Hein. Oui. Il savait y faire. Oui. Alors, ce premier long métrage, c'est vrai que bon, il a pas eu le succès attendu, Bah, il a hélas. critiqué des gentillettes, mais enfin, c'était un gentil petit film, quoi. C'était pas bien. Ça passait, ça frappait pas fort. On attendait autre chose d'un fils Simon, quand même. Et donc, on lui pardonnait pas le fait qu'il soit pas. J'ai dit, mais c'est pas assez travaillé, Marc. C'est normal que tu aies pas cassé la baraque. Mais là, il comprenait pas. Ouais, et puis on avait l'habitude de l'acharné de travail qui était le père. Donc on voyait peut-être on avait peut-être autant d'attentes et autant d'espérances envers le fils. Alors 70 toujours, c'est une année qui me fait également penser, on a survolé un peu le sujet tout à l'heure, une année qui me fait penser à un prénom, c'est Boris. Alors qui est Boris? La lionne. La lionne, alors une lionne qui s'appelle Boris. Vous savez, à un moment, en lisant le livre, je me suis dit, franchement, si on mettait ça dans un scénario de film, justement les critiques ou même les spectateurs diraient, non mais c'est un peu gros quand même. Vous avez une vie incroyable, incroyable. C'est vrai que si c'était pas une autobiographie et s'il n'y avait pas des témoins de tout ce que vous avez vécu, ça tout paraît, mais la plupart des choses paraîtraient invraisemblables. Vous vous retrouvez à adopter j'allais dire un lion, une lionne, et vous l'appelez Boris. C'est Alors, lui, c'est oui, moi, je m'en foutais. oui, Mais parce comment que- tu vas l'appeler? mais vous avez votre part de responsabilité, parce Ah bah que oui, vous mais- lui avez fait croire que vous pouviez repartir avec un lion parce que vous aviez été marraine. Mais c'est pas que je lui ai fait croire, c'est ce que de la Panouse m'a dit quand Ah, je suis d'accord. rentrée à la maison. Je dis à Marc naïvement, Oui, très naïvement là. de la Panouse a dit que chaque marraine avait droit à son lion si on avait envie. Et c'est là où il m'a dit ce con, il m'a dit, comment, et tu ne l'as pas pris? Oui, parce qu'on Non, rappelle que non, vous bah. habitez toujours en appartement à Neuilly Oui, ou à non, à ce Saint-Cloud. moment-là, on est à Saint-Cloud. Saint-Cloud, là. Ah, là, vous êtes à Saint-Cloud, oui, puisque vous étiez marié à Saint-Cloud. Oui, et là, alors, coup de chance, vous avez quand même un duplex en dernier étage, donc vous avez une terrasse sur le toit, c'est ça, ou à côté. Et Sur le toit, ouais. donc, on va dire que c'était pas un rooftop comme on dit aujourd'hui, c'était plus l'enclos du lion, enfin de la lionne, parce que Ben oui, c'est devenu son domaine. Mais on partait, 10 jours après, on partait tourner en Suisse. ouais. Et c'est pour ça que je dis parfois votre vie est invraisemblable, Un peu. parce que déjà lui, quelle idée il a de dire mais si on va le prendre ce lion, et vous surtout quelle idée vous avez d'accepter, vous lui refusez Ah, j'ai jamais lutté. Ah non, rien. j'ai lutté, Oui, vous avez j'ai lutté lutté, effectivement, oui. J'ai fait tout ce que j'ai pu, mais j'ai perdu quand même. Oui, vous avez perdu parce que du coup le lion ayant été sevré. Ah oui, j'ai réussi à faire qu'il renonce à son lion. Et séparé, oui, vous aviez réussi quand même. Ah oui. Mais la Panouse vous dit non, ça y est, on l'a séparé de la meute, il est sevré, on ne peut pas le renvoyer avec les autres lions, c'est fini. Absolument. Il dit, c'est pas possible. Si on le remet avec, il va se faire tuer, donc vous l'avez voulu, vous l'avez. Et donc là, la Panouse, il vous donne le lion, il n'y a même pas un petit ruban autour, et donc vous vous retrouvez avec un lion dans un appartement en région Un parisienne. cauchemar. C'est dingue. C'est dingue. Alors, Mais ça sent très bon, un petit lion. oui, ça vous. Alors, vous parlez souvent Oui. de l'odeur Ah oui, ça de sent ce très bon, lion, un de petit ce lion, de Une sa fois pe- bien brossé, une fois Oui. qu'il est propre. Hein. Oui, parce que quand vous le Et récupérez, il est tout arrivé- crotté. Ah oui, il est arrivé dégueulasse. Ouais. Je me suis occupé de lui. quand Mais même. vous avez commencé à le renifler quand même quand il est arrivé dégueulasse. Non, quand il a été bien brossé. Oui, vous l'avez j'ai brossé caressé, d'abord. puis Oui. J'ai voulu lui faire un bisou. Donc j'ai mis ma main comme ça, ma tête sur lui.
Et c'était trop bon. Ça, Alors, c'était à cette trop époque, quand même, dans la maison, vous avez un chat, une mangouste, vous avez Boris, la lionne, bon. Oui, le et chien. vous avez le chien, le chien bar au quai, rouge, ouais. et vous avez un boa. Oui, Mais c'est une ménagerie, quoi. Oui. Et petite ménagerie. parce on qu'on a. parle beaucoup alors, on vous comparait au début de votre carrière avec Brigitte Bardot. C'est vrai que Brigitte Bardot, les animaux, c'est venu progressivement, mais vous, dès le départ. Ah, elle, ça a toujours été les chiens. Oui, vraiment Ouais, les puis chiens. Quand on a tourné ensemble dans Future Vedette, elle avait un chien qui s'appelait Clown. Elle aimait bien son cocker Clown. Ouais. Mais vous, il n'y a pas d'animal qui ne puisse trouver grâce à vos yeux. Si, peut-être le boa quand même au départ. Hein. Oui, Ça a été un peu difficile. Hein. Je ne suis pas attirée par les serpents. Oui. Ni les serpents, ni les couleuvres, ni les lézards. Je les regarde vivre, je ne les embête pas, mais je n'ai pas d'attirance particulière. Même Alors, l'orvé qui a un joli petit serpent de verre comme ça, j'ai pas une passion pour ça. Non. Alors, Même les tortues, j'ai pas une passion Ah oui, pour les tortues oui, tout ce non qui est plus. reptile, Quoi. on va dire. Voilà, oui. je suis pas reptile. Alors, Marc Simon, le charmeur quand même, hein, et l'homme qui réussit à vous faire céder surtout, parce que vous finissez quand même par le caresser, hein, sans... Oui, Bon. le caresser, le brosser, le nettoyer sa cage, nettoyer ses clottes, lui donner à manger. Non, je m'en occupe. Ah, je suis la seule qui s'en soit occupée. Lui, il est rentré du tournage, il allait lui tapoter la tête et jouer un petit peu avec lui, jouer avec un bout de bois, jouer avec quelque chose, puis ça suffisait pour lui, il était content. Hein. Et il vous envoie même... Le boulot, c'était moi. Ouais, il vous envoie, même au-delà, il vous envoie même acheter des souris vivantes Non, ça, pour j'ai pas nourrir été- le bois. j'ai Ah, refusé. ça, vous avez refusé. Vous avez refusé. Mais vous vous trimballez quand même souvent avec le boa qui s'échappe dans un hôtel en Oui, vacances. on a fait ça. Mon père Simon, ça a Mais été... S'il avait su ça, je crois qu'il aurait fait une crise cardiaque. Vous comprenez pourquoi je vous dis que si vous mettiez votre vie dans un scénario, les gens diraient c'est invraisemblable. Et est-ce que quelque part, justement, il ne faudrait pas écrire un livre, enfin, pas un livre, ça vous l'avez fait, mais un film sur votre vie, Je parce pense que ça serait bien en dessin animé, parce que je vois pas comment on va pouvoir faire avec les animaux tout ce qu'on a fait avec les animaux, même avec des animaux dressés, c'est pas c'est possible. dingue. Ah ben oui, absolument, absolument. Non, il faut faire un dessin animé. Enfin, vous aviez réussi quand même à dresser pas trop mal votre mangouste. Ah, Le la chien, le mangouste, chat, ça oui. cohabitait. Bon, le serpent, de temps en temps, il s'échappait un petit peu. Mais le lion, à mesure qu'il grandissait, enfin le lion, la Ouais. lionne, pardon, Ouais. parce que bon, je rappelle que la lionne s'appelle Boris. Je ne connaissais pas encore que Boris Cook. Comment mon copain, j'allais dire Cyril, le psychanalyste Boris. Cyrulnik. Cyrulnik, Oui. c'est mon meilleur copain. Moi, je ne connaissais pas encore Boris à l'époque. D'accord, bon. De temps en temps, je lui dis, j'ai eu un Boris dans ma vie. Oui, c'est ça, oui. Mais il était très poilu, hein. Il était très poilu et puis il commençait à peser lourd. Bah oui, parce qu'on s'en est séparés. Il avait quand même entre 7 et 8 mois, je me souviens plus très bien, mais quelque chose comme ça. Oui, il y a un moment où ça Il devenait a plus joué possible. avec Marc, il lui a pris le bras. Et en lui prenant le bras, bah, Marc s'est retrouvé avec un bras transpercé. Il comme lui a ça. transpercé le bras et puis alors, Oui, il a mais là, quand j'ai même... dit à Marc qu'il serait peut-être temps de s'en séparer. Et Marc n'était pas d'accord. Hein. Il m'a dit, oh non, il est tellement sympa. Je dis, oui, il est sympa, Marc, mais il est quand même devenu très dangereux, tu vois. Tu pas de taille. Là, il a fini par admettre que j'avais raison. Quand même. Oui, puis peu de temps avant, il a failli faire capoter le film de Marc en refaisant la déco d'une chambre d'hôtel, hein, avec une hôtelière pas très Ça, sympathique. C'était 2 jours avant le début du tournage. Oui. Donc là, vous êtes en Suisse. Quelle horreur. Alors enfin, c'était un bien, c'était un mal pour un bien parce que du coup, vous vous retrouvez dans un autre hôtel. Oui, Hein, oui, on vous vire oui. avec perte et fracas de l'hôtel où vous attendiez Marc à Lausanne, parce que lui était Marc parti à et Fribourg toute voir les l'équipe du producteurs. film. Il y avait Et toute l'équipe 30 du film, oui, chambres 30 qui étaient chambres. louées. Donc, vous vous On retrouvez retrouve à 2 dehors. jours du tournage Dehors. sans chambre, Quelle horreur. avec le lion qui n'a plus le droit de rentrer dans l'hôtel. Vous avez 10 francs suisses en poche. Vous êtes sur une route dans votre Jaguar Et je pleure. dont les sièges ont été absolument labourés par le lion L'arrière, derrière. oui. Et
Et donc, je noircis à chaque fois un peu le trait parce que vraiment, ce fil rouge de vie invraisemblable, moi, je trouve ça passionnant, hein, franchement. Non, mais c'est vrai, j'ai lu ce livre vraiment. Alors, vous voyez, je suis pas Boris, mais le livre, je l'ai dévoré. Quand je vous écoute, ça me paraît insensé. Pourtant, dans la bouche d'un autre, peut-être vous réalisez. Oui, c'est ça. C'est vraiment que la pure vérité. Ben oui, tout à fait, parce que effectivement, je veux dire, vous aviez une vie publique, je dirais, donc un peu publique de par votre notoriété. Donc, c'est effectivement tout ça, ce sont des choses qui ont existé. C'est ça qu'on a du mal à croire, vous voyez. Et pourtant, c'est vrai. Et du coup, c'est un mal pour un bien, parce que vous vous retrouvez dans l'hôtel de la Belote, c'est ça, ou l'auberge de la Belote. L'auberge de la Belote. Avec un type formidable qui fait construire un enclos à Boris. Il m'a sauvé la vie, cet homme-là. D'ailleurs, je le revois de temps en temps. Il est assez âgé maintenant comme moi. Mais on a toujours une petite goutte d'émotion tous les deux quand on se rappelle ces moments-là, parce qu'il m'a vraiment sauvé la vie, vraiment. Et toute l'équipe du film. Et puis là, vous étiez il a pu loger tout le monde. Vous étiez au fond du trou parce que Marc, il vous abandonne à l'hôtel alors que vous venez juste d'arriver. J'avais de la ressource. Hein. Si par hasard il n'était pas revenu, j'ai appelé son père en disant écoutez, vous m'envoyez votre chauffeur et puis il vient me chercher. Oui, parce que une fois que vous avez payé la chambre d'hôtel, tout ça, etc., vous n'avez plus un rond, vous êtes sur la réserve de l'essence, et puis vous tombez sur ce bon Samaritain qui est, je sais pas, on dirait un ange descendu du ciel, cet homme un peu, hein, quand vous le décrivez dans le livre. Hein? C'est exactement ça. Alors, là donc finalement, le film arrive à se tourner. Est-ce qu'on peut dire que ce film a eu un succès d'estime, mais pas le succès attendu? C'est moyen, quoi. Ça n'a pas fait beaucoup d'entrées, ça a eu des bonnes critiques, mais enfin, ça n'a pas touché le public. C'était pas pour moi un film. On aurait pu considérer que c'était ma rentrée, que c'était un film extraordinaire que j'avais fait avec mon mari, mais non, c'est pas un film extraordinaire. Et j'avais beau le faire avec mon mari, ça n'a pas ravagé les foules. Oui, et pourtant vous parlez beaucoup dans le livre, vous parlez beaucoup de son talent qui est indéniable, mais pourtant ces films ne marchent pas. Est-ce qu'il y a c'est pas un bon metteur en scène, c'est un bon metteur en scène, et c'est pas un bon scénariste, c'est tout. On peut pas tout être. Pourquoi est-ce qu'on devrait un bon metteur en scène devrait être obligatoirement un bon scénariste? C'est pas vrai. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que le fait qu'il ait été le fils de Georges Simenon a rendu la critique un peu plus dure à son égard? Un peu comme si on lui disait, toi, c'est pas parce que tu es le fils d'un génie qu'on va écrire de bonnes critiques sur tes films. Voilà. Il y a peut-être eu de ça aussi un peu, non? Il n'y a aucune indulgence par rapport à lui. Même plus de dureté, au-delà de pas plus d'indulgence quand même. Et alors là, votre livre fait un saut jusque dans les années 80. Et vous parlez, vous dites qu'entre-temps, Marc, il a sombré dans l'alcoolisme. Est-ce que vous pensez que c'est lié à un succès relatif de ces films? Oui, je pense que c'était un homme fragile. Derrière son côté d'être un gros dur, il n'était pas gros dur du tout. Oui, c'était un gros dur au cœur tendre, on va dire. Ouais, et je pense que les critiques l'ont profondément atteint. Donc les premiers temps, ça a donné ce qu'on appelait poliment à l'époque une dépression nerveuse. Donc on l'a soigné pour dépression, qui était en fait un vif sentiment d'échec. Oui. Et après, quand le deuxième film n'a pas marché, et quand le troisième film, l'explosion, n'a pas marché vraiment non plus, sauf au Canada où il a fait un triomphe, et en Italie où il a très bien marché, mais en France, on s'est retrouvé face au Club Méditerranée. Le Club Méditerranée a été extrêmement choqué qu'il y ait deux femmes dans le film. Les deux femmes étaient une pétasse canadienne et une pute française. Oui, c'était un peu les valseuses au Club Med. Hein. Voilà. Sauf que nous, on était payés on avait de l'argent du Club Med. C'est ça, ils vous avaient sponsorisé, ils pensaient que ça ferait de la pub au Club Med. Et quand ils ont visionné le film, c'était la cata. Le film, ils l'ont sorti de l'affiche. Comme le grand patron était très copain avec le grand patron qui distribuait le film. C'était Trigano déjà, le patron. Je me souviendrai toujours au moment où on a été punaisés, nos critiques qui étaient excellentes, au Marignan, le film sortait de l'affiche. Ah oui. Ils nous ont tués. Ce qui s'est pas passé avec les copains qui ont fait les bronzés. Oui, les bronzés, absolument. Les bronzés, ils ont recréé un Club Med. Qui n'était pas sponsorisé. De toute pièce, oui. Donc, on n'a pas eu assez d'argent pour faire ça. Oui. Donc, on avait besoin de l'argent du Club Med, ils nous l'ont fait payer très cher. Ah oui, donc voilà, donc là, Marc a commencé et là, il sombre. à boire de plus en plus et à devenir alcoolique. C'est pas la goutte d'eau, mais c'est la goutte d'alcool qui fait déborder ce film au Club Med. Donc, on a passé 7 années
très difficile. J'ai fait un livre qui s'appelle Le piège, que j'ai écrit avec un médecin. Oui, où là vous parlez vraiment de l'alcoolisme. Je dis beaucoup on parle beaucoup des gens qui sont alcooliques, et on ne parle pas du tout de ceux qui vivent à côté d'un alcoolique, et c'est très dur. Les dommages collatéraux de l'alcoolisme, on appelle ça de l'alcoolisme passif d'ailleurs chez certains médecins appellent ça de l'alcoolisme passif, c'est-à-dire c'est les dommages collatéraux pour les gens qui. Je me souvenais toujours ma copine docteur. Elle avait un truc très joli. Elle disait, l'alcoolique est enfermé dans une cage, comme un hamster qui tourne dans sa cage comme ça, en cherchant désespérément une sortie qui n'est pas, et il tourne en rond. Et le médecin, il essaye de trouver la porte, le truc où il va pouvoir aller freiner et arrêter ça. Et le conjoint, ou les gens de la famille, cherchent aussi à trouver le système pour arrêter à tirer le fil et à arrêter cette machine infernale. C'est très dur. Et vous savez, quand on a écrit le livre, on en parlait beaucoup ensemble. Je me suis beaucoup occupée de ces problèmes-là. Les gens boivent de plus en plus, surtout à notre époque. Oui, et de plus en plus jeunes. Voilà, quand je vois en ce moment les mômes qui se... Et puis les femmes de plus en plus, au départ c'était plus un peu l'alcoolisme des hommes, là maintenant les femmes aussi. Oui, beaucoup. Et la mode, c'est ce qu'ils appellent cette connerie monstrueuse du binge drinking. Ah oui. Nous, même Marc, à l'époque, quand nous buvions, quand on boit tous quand même. Il y avait une partie plaisir, c'était pas un sport, quoi. Oui. Jusqu'à ce que ça devienne une maladie. Oui. On boit à l'apéro, on boit à dîner, on boit pendant le dîner, on buvait le cognac après le dîner, ça, c'est une mode, c'est plus du tout passé, ça. Plus personne ne boit un petit cognac ou une petite poire après le dîner, c'est fini, hein, ça. Oui. On boit d'une façon très différente. Et, je sais pas, tout a changé. Et chez lui, c'est vrai qu'à un moment donné, quand vous en arrivez à boire une bouteille de pastis, une bouteille de whisky et une bouteille de je sais plus quoi et 3 ou 4 bouteilles de vin, vous êtes vraiment pas bien. Ah oui, là c'est vraiment, c'est des doses, parce que là vous détaillez pas ça dans le livre, mais effectivement ce sont des doses qui pourraient tuer un cheval, oui. Alors d'ailleurs à partir de ce moment-là, votre rôle évolue. Vous n'êtes plus seulement l'épouse aimante, mais vous êtes aussi la productrice, le manager, l'infirmière. Et vous vous battez malgré tout pour qu'il puisse continuer à mener sa carrière. À cette période, il est assez abattu. Et franchement, moi, j'ai eu le sentiment, vous me direz si je me trompe, mais qu'à ce moment précis, vous lui avez maintenu la tête hors de l'eau, mais pratiquement contre son gré. C'est-à-dire que j'ai pensé à un moment donné qu'il fallait que je le quitte pour son bien, parce qu'il fallait qu'il se débrouille tout seul, parce qu'il comptait trop sur moi. Et les médecins ont dit à l'époque que si je le quittais, il allait mourir. Ils dit, vous ne pouvez pas le quitter. Il est trop sur vous. Et son père aussi m'a dit, foutez-lui la paix, laissez-le tranquille, partez. Il dit, moi je veux bien partir parce que j'en peux plus. Donc, son père, vous pensez responsable de sa déchéance à ce moment-là? Non, il n'est pas responsable, mais il ne comprenait pas. Pourquoi vous accrochiez Il disait, si vous ne pouvez pas vivre avec lui, partez. Un jour, il m'a dit, vous n'avez qu'à le faire enfermer. Il m'a dit... C'était horrible, des années horribles. Non, mais malgré ça, vous continuez. Oui, d'ailleurs, vous aviez un ami qui avait créé un centre psychiatrique pour alcooliques. C'est qui nous avons. Oui, non, c'était une clinique psychiatrique. Ah oui, d'accord. Il y a beaucoup de gens qui sont passés chez lui, Jean-Paul Daref, Hallyday. C'était une clinique très mondaine. Donc les gens ils me disaient, mais tu prends de la drogue? Je dis non, moi pas du tout, c'est pas du tout mon truc ça. La drogue et tout ça, moi je veux bien un petit verre de vin de temps en temps, mais la drogue, non, on y est. Peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai traversé aussi bien les époques, c'est que je suis épouvantablement saine. Oui, et là on fait un petit saut en arrière, c'est une clinique qui a servi de dortoir aussi pour le jour de votre mariage, hein, c'est ça. Hein. Ça aussi c'est original. Encore une chose accréditée dans le scénario incroyable de votre vie. On portait les gens sous la pluie. C'est ça. On les portait pour qu'ils allaient pour et les vous les couchiez à la clinique psychiatrique. C'est normal. Tout le monde se marie comme ça, Mylène, voyons. Alors, donc, contrairement à ce que souhaiteraient vos entourages respectifs, vous maintenez toujours Marc à bout de bras et vous achetez même une maison à Porquerolles. Bon, là, signé Furax qui réalise. Alors là, la maison à Porquerolles, c'est énorme parce que si vous voulez, moi, comme je suis niçoise, j'avais très envie de retourner près de la mer Méditerranée. Marc avait rencontré Porquerolles, il en était fou.
On avait loué une maison à Porquerolles l'été, l'année d'avant. On n'était quand même pas super fauchés. On était un peu fauchés, mais pas beaucoup. Parce que n'oubliez pas qu'on avait des problèmes d'argent parce que nous avions sur le dos la première épouse. Ah oui, oui, oui. Alors les premières épouses avec leur pension alimentaire, la pension alimentaire, les prestations compensatoires, comme on dit aujourd'hui. Même quand je travaillais pas, même quand il n'y avait rien, elle n'en avait rien à foutre qu'il n'y a rien. Elle voulait son chèque. Ouais. À une époque, je savais même pas moi, je savais pas de quoi m'acheter un pull. Ouais. Tout l'argent il partait chez elle. Et c'était très désagréable. Mais bon, là on a eu l'occasion d'acheter la maison. Donc ma belle-mère avait une maison merveilleuse à Nieul-sur-Mer qu'elle a vendue pour qu'on puisse acheter cette maison. Ma mère, elle avait des appartements rue des Pyrénées, elle a vendu aussi les appartements. Donc avec ma mère et ma belle-mère et un crédit, on a pu acheter la maison. Et oui, parce qu'on imagine toujours la Mylène de Mongeau qui a du succès, qui a beaucoup d'argent. Et puis on peut se dire que Simon nous a payé la maison, pas du tout. Parce que Simon... Oui, il donnait de l'argent régulièrement, mais jamais trop. Des petits cadeaux de Noël. Oui. Donc le petit cadeau de Noël, si vous voulez, quand en 1960 on vous donne... Est-ce qu'il y a déjà des euros en 60? Ça, il n'y a pas encore, hein. Pas encore des euros. Ah non. Disons qu'on vous donne 1000 francs oui. en 60 et qu'on continue toute la vie à vous donner 1000 francs, ça fait plus du tout la même chose. Ça fait pas du tout la même somme, oui, c'est ça. Ah oui, c'est clair. C'est clair. C'est très différent, hein. Alors, Mylène, vous concluez votre livre en parlant de la disparition de Marc, qui vous a quitté, hélas, en 1999, suite à une mauvaise chute dans l'escalier. C'est pour ça que le livre est là. Oui. Et est-ce que cette chute était due à l'alcool? Non, pas du tout. Il était parfaitement sain à ce moment-là. D'accord. Il avait beaucoup déconné au Japon. Vous le prenez comme une injustice, un peu ça, j'imagine, non? Je le prends comme un signe du destin. Ah oui? Parce que je pense qu'il était très abîmé par l'alcool. D'accord. Et que s'il n'avait pas fait cette chute terrible, Dieu sait ce qui se serait passé dans les années qui allaient suivre. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tous les grands alcooliques. Oui, ont des cancers, des ulcères. Non, mais ça se termine généralement quand ils ont 60 et quelques. Regardez Gainsbourg, Reggiani, Villeray. C'est tout le monde, en fait. Tous des artistes écorchés, en plus. Ils sont tous à 60 ans, ils sont cuits. Et Marc, à 60 ans, il avait l'artère ici bouchée à 60% et l'artère ici bouchée à 40%. Il était fumeur aussi, en plus, oui. Un paquet par jour. Donc l'alcool plus le tabac, oui. Les artères bien bouchées, il a dit. Donc à mon avis, j'avais posé la question au médecin, j'avais demandé qu'est-ce qui se passe si je lui fais déboucher les artères. Ils m'ont dit c'est faisable, mais c'est très dangereux parce que s'il y a 1 milligramme qui monte dans le cerveau, il est paralysé à vie. Oui. Donc j'étais quand même terrorisée. Hein. Je me suis dit oh là là, où on va? Donc cette chute, c'est épouvantable. Et en même temps, je me suis dit que pour lui, c'est ce qui pouvait arriver de mieux, parce que s'il était resté paralysé dans une chaise, un homme comme lui, il m'aurait dit tue-moi, je ne le supporte pas et je l'aurais tué. Vous avez cité Jacques Villeray tout à l'heure, comme disait Jacques Villeray, au moins il est mort de son vivant, quoi. C'est ça. Mais je n'aurais pas hésité à le tuer, je n'aurais pas pu le voir vivre dans une chaise roulante comme lui. Alors, oui, puis bon, c'est vrai que vous, votre amour n'a jamais, de temps en temps de la lassitude, mais votre amour n'a jamais cessé. Non, j'ai toujours été là. Toujours été la même intensité. Alors, de cette vie incroyable, Mylène, il y a encore, bon, on a parlé que de votre vie avec Marc Simenon, mais il y a tout le reste. Alors bon, de toute façon, vous avez d'autres livres, on n'a pas le temps, mais vous reviendrez, c'est pas grave. Alors, de tous ces souvenirs, de cette vie quand même incroyable, hein, j'ai pas arrêté de le souligner. Si je sais que l'exercice va être dur, mais si vous deviez en retenir qu'un seul. De ma vie avec lui? De votre vie avec lui, de toutes ces choses qui vous arrivent. Je sais que c'est pas évident, mais est-ce qu'il y a le vrai fait marquant de votre vie avec Marc Simenon? Ah ben, je crois que c'est le jour vraiment où je suis sortie à 10h du matin sur le pas de la porte, tremblante, avec ma valise en me disant ce type va me prendre pour une folle. On s'est vu 3 fois. Et j'arrive avec ma valise. Et je suis là et je le vois arriver avec sa valise à l'arrière de la bagnole et le choc, il a été incommensurable. Et là, je me suis dit, c'est parti. Ouais. Allons-y. Et d'ailleurs, quand on lit ce passage dans le livre,
on se surprend à sourire parce que nous aussi, on visualise très bien la deuxième valise et on se dit, mais qu'est-ce qui doit se passer dans la tête de Mylène de Mongeau à ce moment-là, quoi. Vous venez de nous le dire. Vous êtes toujours entouré d'animaux aujourd'hui? Oui, mais moi, je suis très calme. Moins de mangoustes et moins de lions, hein, voilà, c'est ça? Ça, c'est grâce à Marco, à cause de lui, que j'ai eu cette chose-là, parce que les mangoustes, ce sont des animaux extraordinaires, mais ça finit toujours mal, parce que c'est fugueur. Donc il y a toujours quelqu'un qui se fait mordre, il y a toujours un drame qui se passe, il y a toujours il y en a une, on l'a tué à coup de bâton, donc vous adorez votre bête, et quand on vous la tue à coup de bâton, vous êtes dévasté de chagrin. Donc moi aujourd'hui j'ai 9 chats, j'ai un vieux cheval en famille d'accueil, j'ai un vieil âne en famille d'accueil, j'ai un cygne sur le plan d'eau à qui un chasseur a abîmé l'aile, donc il n'a qu'une aile, donc il s'appelle Uno. Ah oui, parce que j'avais oublié le hibou, vous aviez adopté un hibou aussi, qui avait été laissé par une chouette, oui. Oui, elle était merveilleuse. Ouais. J'ai eu une chouette, j'ai eu une buse aussi. Mais qui vous a quitté pour une chouette mâle. Oui. Elle a reçu l'appel de la forêt et on l'a laissée partir. C'est ça. C'était très émouvant d'ailleurs quand elle est partie. Et ce qui était très émouvant, c'est qu'elle soit revenue plusieurs fois. Oui, nous dire bonsoir. Oui, comme pour vous dire, je vais y aller, quoi. Oui. Ouais. Eh ben, nous aussi, on va y aller, hélas, parce que j'aurais bien fait 1 heure de plus avec vous, Mylène. Juste pour parler. Passé 1 heure. Mais oui, juste pour parler de votre actualité. Là, vous avez joué dans un court et dans un long métrage qui doivent sortir cette année. Vous pouvez nous en parler en 2 mots? En ce moment, je suis sur un rôle magnifique qu'on a écrit pour moi. C'est une jeune femme bretonne qui fait son premier film. Et c'est un film qui, pour l'instant, a un titre provisoire, qui est le titre de nom de la maison de retraite, qui s'appelle Tia Valou. Et elle m'a écrit un rôle absolument merveilleux, et on a un mal fou à le monter, parce que on a à peu près l'argent pour le faire. Il nous manque 300 000 €. On devrait tourner début septembre, et il nous manque une chaîne de télévision. Et la pauvre Vanessa, qui est la personne qui a écrit le film, qui est vraiment bien, elle a présenté son film plusieurs fois aux chaînes, qui ont plusieurs fois refusé en 4 ans. Ça fait 4 ans qu'elle veut faire son film. Donc en 4 ans, le scénario s'est beaucoup modifié, elle a réécrit, on est arrivé à un très bon scénario. Mon partenaire, c'est Patrick Chenet, il y a Audrey Florent, très grand comédien, Jean Benguigui, avec nous on a une équipe du tonnerre, on est prêt à tourner, il nous manque les sous. Bon. Voilà. Alors, si ces messieurs chinois veulent nous amener absolument un petit peu d'argent. Si les spectateurs de Mandarin TV, bah oui, c'est la mode des cagnottes sur Internet en plus maintenant, les Ulule, c'est ce que je disais à Vanessa, le financement participatif. Fais une cagnotte, on ne sait jamais. Eh ben pourquoi pas. En tous les cas, si vous faites la cagnotte, vous nous prévenez, nous on en parlera à nos auditeurs. En tous les cas, merci encore Mylène de Mongeau, j'étais ravi de vous accueillir. On n'a même pas eu le temps de parler de maman et de Shanghai. C'est vrai. Alors justement, ce sera une très bonne excuse pour vous faire revenir. Et on parlera effectivement un peu plus de la chaîne de la Chine, à travers votre Juste un petit maman. truc que je vais vous dire qui va vous faire rigoler. Je suis donc ukrainienne par ma mère et du côté de mon père, moitié italien, moitié français. Voilà. Donc ça fait 300. Il y a une nouvelle compagnie qui fait, vous savez, les tests ADN où vous mettez un peu de salive sur un petit bâtonnet. Que j'ai fait d'ailleurs. Vous l'avez fait? Que j'ai fait, absolument. Bon. Alors je l'ai fait, je l'ai envoyé pour voir comment ça se passait au niveau de mes gènes, tout ça. Et stupéfaction totale, quand j'ai reçu le résultat de l'analyse, je suis 97% du Nord. Mon sang commence par les Vikings. Oui, pays nordique, vraiment. Oui, du Nord, pays nordique, pas du Nord de la France. Non, du Nord là-bas, Vikings, Ukraine. Et du côté de mon père, 3%. Le côté italien, français, j'ai que 3%. 97%. Et c'est pour ça que j'aime tellement, si vous voulez, je suis très attirée par les pays asiatiques. Moi, j'ai été 8 fois au Japon. Oui. J'ai encore jamais été en Chine parce que quand je vois la pollution et quand je vois le ciel de Pékin tout noir comme ça, je suis terrifiée. Heureusement, ça s'est beaucoup amélioré. C'est vrai? Alors, donc, je finirai par y aller un jour. Ah bah, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. En tous les cas, merci d'avoir été avec nous pour parler de votre livre L'amour fou. Alors, c'est un livre parfait. C'est un page turner, comme on dit. C'est un livre qui se lit très facilement, donc c'est parfait pour l'été. Et puis, à bientôt pour parler de l'autre livre, de vos projets et de plein de choses encore. Merci d'avoir suivi Portrait chinois et restez sur Mandarin TV pour la suite des programmes.